Dans cette vidéo, on va aborder la thématique de la programmation d'entraînement et je vais vous proposer une approche scientifique pour venir comprendre les concepts fondamentaux qui vont permettre de construire et de mettre en œuvre un plan d'entraînement qui optimise l'état de forme le jour d'une compétition et qui minimise le risque de blessure tout au long de cette préparation. Donc concrètement, cette vidéo, elle va être divisée en trois parties. Dans une première partie, on va voir le concept d'adaptation du corps humain lorsqu'il est soumis à un stress extérieur. Dans une deuxième partie, je vous présenterai un modèle scientifique de la performance sportive. Et ensemble, avec ce modèle scientifique, on va pouvoir venir explorer l'impact sur un athlète de différents plans d'entraînement, de façon à vraiment comprendre les éléments clés qui vont permettre d'amener l'athlète à la performance. Et dans une troisième partie, on va extrapoler ces modèles scientifiques de la performance pour venir vraiment comprendre les erreurs qui mènent 80% des débutants à la blessure en course à pied la première année et qui conduisent 50% des athlètes à dire qu'ils se blessent chaque année. Avant d'aller plus loin, comme toujours, hein, si cette thématique elle vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour cette vidéo sur nos limites triathlon. Alors dans cette première partie, on va voir la notion d'adaptation du corps humain. Concrètement, cette notion d'adaptation, elle a été définie par la loi de l'Hormèse dans les années 1800, 1880 je crois. Et cette loi de l'Hormèse, elle dit que simplement lorsque le corps humain est soumis à un stress extérieur, son corps va mettre en place au niveau cellulaire, au niveau des organes, des mécanismes chimiques, biochimiques, pour venir se renforcer, s'adapter et devenir de plus en plus résistant pour résister à l'avenir à ce stress extérieur. Donc ça s'applique naturellement au domaine sportif, avec l'entraînement, mais à de nombreux autres domaines. Et je vais commencer cette vidéo par, non pas vous parler de sport, mais par vous parler d'une étude scientifique qui a étudié ce que devenaient des rats lorsqu'on les soumettait à un poison. Donc dans les expériences qui ont été faites, il y a un groupe de rats qui ont été soumis à des faibles doses de poison, des doses non létales, non mortelles, et ces doses ont été augmentées progressivement au cours du temps. Et les résultats de cette étude sont assez bluffants et ils montrent simplement que les rats se sont adaptés au poison et, à la fin de leur processus d'entraînement, ont été capables de résister, de ne pas mourir à des doses qui normalement sont mortelles. Donc ça, c'est une magnifique leçon et ça nous montre que finalement, on est tous capables de s'adapter à n'importe quel stress et finalement de devenir de plus en plus fort, de plus en plus résistant et en sport de plus en plus performant. Mais pour ça, il va falloir considérer deux notions importantes. La première notion, c'est le seuil d'adaptabilité. Si le stress auquel on soumet l'individu dépasse le seuil d'adaptabilité, eh bien on court à la catastrophe. Dans le cas du poison, on court à tuer simplement l'individu. Donc il n'est plus capable de s'adapter. Dans le domaine du sport, si la charge d'entraînement à laquelle on soumet l'individu est trop élevée par rapport à la résistance de ses muscles, de ses tendons, on court à la blessure et donc on n'est pas capable de s'adapter. Le deuxième concept, c'est que les différents organes, les différents tissus, vont demander du temps pour mettre en place ces processus d'adaptation. Et donc, il va falloir considérer cette notion de temporalité lorsqu'on va viser une adaptation du corps humain. Concrètement, là, on a abordé des notions assez générales que tout le monde a sans doute en tête. Pour rentrer un peu plus dans le spécifique du domaine sportif, lorsqu'un athlète s'entraîne, il va générer deux types de stress sur son organisme. Un premier stress au niveau cardio-respiratoire, lié à l'intensité de l'effort, qui va générer des adaptations au niveau cardiaque, pulmonaire, au niveau de la quantité d'hémoglobine, etc. Et par rapport à ce stress, mis à part les individus qui ont une pathologie, on va considérer que généralement le stress auquel on va soumettre l'organisme ne va pas dépasser le seuil d'adaptabilité. Bien sûr, pour ça, je ne dis pas que n'importe qui peut faire n'importe quoi, je dis que sous la réserve d'un contrôle médical, n'importe qui peut aller faire du sport, même à une intensité relativement élevée. Le deuxième stress qui va lui plus nous intéresser va être le stress mécanique. Et donc ce stress mécanique va affecter à la fois les groupes musculaires, les tendons et les articulations. Et pour ces trois types de tissus, il va falloir considérer que chacun va avoir sa propre temporalité et son propre seuil d'adaptabilité. Les études scientifiques montrent que l'adaptation de l'ensemble des muscles va se mettre en place sur des échelles de temps de l'ordre de quelques jours à quelques semaines, jusqu'à 6 voire 8 semaines. Au contraire, pour tout ce qui est tendons et articulations, les études scientifiques montrent que là, on ne va plus parler de jours ou de semaines, mais plutôt de mois, voire d'années. Donc là, il va falloir prendre en compte ces temporalités pour vraiment considérer l'adaptation de l'individu sur du long terme en évitant les blessures. Donc voilà, là, on a mis en place les concepts généraux et les notions principales qu'il va falloir avoir en tête lorsqu'on construit et lorsqu'on met en œuvre un plan d'entraînement. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter un modèle scientifique de la performance sportive. C'est un modèle qui tente de mettre en équation ce qui se passe dans l'organisme d'un individu lorsqu'il est soumis à un entraînement. J'ai fait le choix de prendre ce modèle simple
qui, comme tout modèle, a ses limites. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est le modèle qui va réinventer la programmation d'entraînement, mais simplement c'est un modèle qui va venir montrer de manière quantitative, de manière chiffrée, les concepts fondamentaux à prendre en compte lorsqu'on va mettre en œuvre un plan d'entraînement. Donc simplement, ce modèle, je vous le mets en équation ici. Et ce modèle, il dit simplement que lorsqu'on soumet un athlète à une charge d'entraînement appelée W, va avoir sa performance qui va pouvoir être calculée. C'est le P pour performance qui va dépendre du temps au travers la variable T. Et cette performance, elle va pouvoir être calculée au travers l'équation que je vous ai mise. Donc elle regroupe deux termes. Un premier terme affecté d'un signe négatif va réduire la performance, va la faire diminuer. Et cette diminution est corrélée à la fatigue qui apparaît après l'entraînement. Il y a un deuxième terme, un terme positif, cette fois, qui lui va être lié à l'adaptation du corps humain et au renforcement des différents tissus pour venir être capable justement de s'adapter à cette charge d'entraînement. Donc on a ces deux termes, positif et négatif. Et si on rentre un peu plus dans le détail, ces deux termes sont deux exponentielles qui vont avoir deux constantes de temps différentes. Le terme lié à la fatigue va avoir une constante de temps de l'ordre de 15 jours. L'autre grandeur, liée à l'adaptation du corps humain, va avoir une échelle de temps beaucoup plus longue, de l'ordre typiquement de 45 jours. Donc si on revient sur notre équation et qu'on la met dans un ordinateur et qu'on trace l'évolution de la performance d'un athlète suite à cet entraînement, on obtient la courbe que je vous mets ici, où on voit que la performance, simplement comme on l'a décrit, elle décroît initialement, liée à une fatigue qui augmente. Au fur et à mesure du temps qui passe, l'état de fatigue diminue et la partie qui est liée à l'adaptation et l'état de forme de l'individu va évoluer sur une échelle beaucoup plus longue. Donc finalement, au bout d'un moment, elle va prendre le pas et contribuer à un impact positif sur la performance du sportif. Et donc sur cette courbe simple, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'un entraînement va avoir un impact optimal sur la performance à peu près 40 jours plus tard. Autrement dit, 6 semaines plus tard. 6 semaines, c'est à peu près le temps nécessaire à un muscle pour s'adapter à un stimuli. Donc cette courbe, elle traduit l'adaptation musculaire finalement d'un individu à un entraînement donné. Maintenant, si on va plus loin, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir comment un individu réagit à une séance d'entraînement, mais finalement comment un individu va réagir à une succession d'entraînements. Donc dans un premier temps, on va choisir un plan d'entraînement relativement simple où on va considérer qu'on va soumettre notre athlète tous les jours à la même charge d'entraînement W. Et on va regarder ce qui se passe sur une échelle de temps suffisamment longue. Et donc là, j'ai fait tourner mon petit ordinateur avec ce modèle. L'évolution de la performance que j'obtiens pour mon athlète, elle est représentée ici, où on voit finalement que sur les 20-30 premiers jours, l'état de fatigue de l'athlète augmente énormément. Puis finalement, la somme des adaptations liées à chaque séance d'entraînement va conduire l'athlète à avoir un état de forme qui augmente petit à petit, jusqu'à devenir positif par rapport à l'état initial. Là, on voit qu'il devient positif une cinquantaine de jours après le début de l'entraînement. Et on voit que finalement, on arrive à un plateau une fois que l'athlète il est complètement adapté à cette charge d'entraînement. Et que cette adaptation, là, on voit qu'elle prend environ 200 jours. Le premier constat qu'on peut faire sur ce graphique, c'est que finalement, sur les 50 premiers jours, l'état de forme, il est négatif. Autrement dit, l'athlète est moins performant que ce qu'il était initialement. Donc finalement, il faut au moins 1 mois et demi pour être capable d'augmenter sa performance lorsqu'on commence à s'entraîner. Donc tous les plans d'entraînement qui finalement vont durer moins de 7 semaines, finalement, on peut se poser des questions sur la pertinence de ces plans d'entraînement. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe une fois qu'on arrête ce plan d'entraînement. Donc, à 250 jours, on arrête le plan d'entraînement. Et si on regarde l'évolution de la performance sur les jours qui suivent, on constate qu'on a une augmentation spectaculaire de la performance sur les 20 jours qui suivent l'arrêt de l'entraînement. Et ça correspond à quoi? Ça correspond simplement au fait qu'on arrête de fatiguer l'organisme et on vient uniquement tirer bénéfice des processus d'adaptation du corps humain qui ont une inertie beaucoup plus grande. Je vous rappelle, 45 jours pour l'adaptation versus 15 jours pour la fatigue. Donc ce décalage, il nous permet vraiment de tirer un maximum de bénéfices des dernières séances qui ont été effectuées pour vraiment atteindre ce qu'on appelle un pic de forme. Et donc là, simplement cette phase où là, dans ce modèle-là, j'ai mis la charge d'entraînement à 0, c'est tout simplement la période d'affûtage qu'on retrouve souvent dans les plans d'entraînement. Autrement dit, pour optimiser une performance à une échéance donnée, il va falloir vraiment inclure cette période de réduction de la charge au moins 15 jours avant votre course. Que dire de plus? Simplement que passé ce pic de forme, on voit que finalement la performance décroît et que là on arrive dans une zone de désentraînement et que si on ne reprend pas l'entraînement, on va perdre tous les bénéfices en quelques semaines, en quelques mois. Donc les trois choses qu'on peut retirer de cette courbe, c'est que finalement sur les 50 premiers jours,
finalement, on crée plus de fatigue que ce qu'on crée d'adaptation. Le deuxième point, c'est cette période d'affûtage qu'il va falloir considérer pour venir tirer vraiment tous les bénéfices de l'ensemble des séances qu'on a effectuées. Cette période d'affûtage, elle dure une quinzaine de jours. Autrement dit, si on prend les 50 premiers jours de fatigue plus les 2 semaines d'affûtage, un plan d'entraînement qui dure moins de 70 jours, moins de 10 semaines, est très peu pertinent pour venir vraiment extraire un maximum de bénéfices et de performances le jour d'une compétition. Et au contraire, donc ce qu'on voit, c'est que pour permettre une adaptation complète de l'organisme à une charge donnée, il va falloir vraiment considérer un plan d'entraînement sur une échelle de temps de plusieurs mois pour viser une performance optimale. Donc là, c'était pour le cas d'un entraînement où on prend une charge d'entraînement constante tout au long du plan. L'idée d'un plan d'entraînement, c'est que la charge d'entraînement à la fin du plan d'entraînement soit adaptée à la course qu'on va réaliser. Donc là, il va falloir considérer la notion de progressivité. La notion de progressivité, simplement, c'est de considérer que chaque jour ou chaque semaine, on va pouvoir faire augmenter la charge d'entraînement parce que le corps va être progressivement de plus en plus adapté et de plus en plus capable de soutenir une charge de plus en plus élevée. Donc je vais vous montrer deux différents modèles pour lesquels on va avoir une progressivité différente. J'ai pris un premier modèle dans lequel on a une progression de la charge d'entraînement d'environ 5% par semaine et un deuxième modèle pour lequel on a une progression d'environ 10% par semaine. Tout ça pour arriver in fine à la même charge d'entraînement que ce qu'on avait dans le modèle qu'on a vu juste avant. Donc en rouge, c'est le modèle avec 5% et en jaune, le modèle avec 10% d'augmentation par semaine. Donc là, j'ai refait tourner mon ordinateur, j'ai refait mes petits calculs et j'obtiens les courbes que je vous mets ici. Donc en rouge, la courbe qui correspond à une évolution de 5,6% par semaine et en jaune, la courbe qui correspond à une augmentation de 10% par semaine de la charge d'entraînement. Et je la compare à la courbe bleue qui correspond au cas qu'on a vu avant d'un athlète qui s'entraîne toujours à la même charge d'entraînement. Dans ces comparaisons, on constate deux choses. La première chose, c'est que si on regarde ce qui se passe au temps court, l'état de fatigue initial de notre athlète, lorsqu'il va être soumis à ces plans d'entraînement progressifs, il va être 2 fois plus faible que l'état de fatigue de l'athlète qui va être soumis à une charge constante. Le niveau de fatigue, il faut bien comprendre que c'est un stress qu'on met sur les tissus, et donc si on réduit le niveau de fatigue, finalement, on réduit le risque de blessure. Et là, d'après ce modèle, on constate que l'évolution de 5 à 10% finalement conduit à peu près au même résultat en termes de fatigue. Et le deuxième point qui est magique ici, c'est finalement si on regarde ce qui se passe au niveau du pic de forme, le jour où on a programmé notre course, les performances de nos 3 athlètes qui ont suivi 3 programmes d'entraînement différents vont être exactement identiques. Autrement dit, peut-être que ça ne sert à rien de charger la mule beaucoup trop tôt dans l'entraînement, qu'il faut vraiment avoir en tête cette notion de progressivité pour vraiment venir s'adapter et minimiser le risque de blessure tout en ayant au final la même performance à notre échéance. Mais tout ça, c'est valable uniquement si on se laisse suffisamment de temps pour progresser. On voit bien que si on met une échéance à 100 jours, l'athlète qui a eu un plan d'entraînement constant est finalement beaucoup plus performant à cette échéance-là que les autres athlètes. Mais ce gain de performance à cette échéance de 100 jours, elle s'est faite au détriment d'un risque de blessure qui est considérablement augmenté sur la première phase de son plan d'entraînement. Donc finalement, que retenir de cette partie? Les 4 grands points. Le premier point, c'est que durant les 50 premiers jours d'un plan d'entraînement, le corps est beaucoup plus fatigué que ce qu'il n'est adapté. Autrement dit, le niveau de performance ne peut pas être optimal dans les 50 premiers jours d'un plan d'entraînement. Le deuxième point important, c'est que la progressivité de l'augmentation de la charge, elle permet de réduire drastiquement la fatigue musculaire et donc de réduire drastiquement le risque de blessure associé à cette fatigue. Le troisième point, c'est que finalement, la performance, elle va peu dépendre du début du plan d'entraînement, mais elle va beaucoup dépendre de la fin du plan d'entraînement. Autrement dit, on peut se laisser toute la marge qu'on veut sur cette notion de progressivité, du moment qu'à la fin du plan d'entraînement, on arrive à des charges qui sont en cohérence avec notre projet sportif. Le quatrième point à considérer, et qui va être essentiel pour vraiment venir booster et optimiser sa performance à l'échéance donnée, c'est vraiment cette notion d'affûtage. Que vraiment sur les 10-15 derniers jours, il va vraiment falloir drastiquement diminuer sa charge pour laisser au maximum son corps se régénérer, réduire l'état de fatigue et optimiser, capitaliser sur l'ensemble des séances qu'on a faites avant cette période d'affûtage. Donc là, on a vu l'ensemble des principes qui permettent de construire un plan d'entraînement qui permettent d'optimiser une performance à une échéance donnée. Dans cette troisième partie, on va venir essayer de comprendre ce qui mène la plupart des amateurs à avoir des athlètes beaucoup plus chevronnés, à se blesser dans leur plan d'entraînement malgré le fait d'avoir respecté cette temporalité et cette progressivité de l'augmentation de la charge. Dans la deuxième partie, le modèle numérique qu'on a utilisé, finalement, il décrivait l'évolution de l'adaptation des tissus musculaires
à la charge d'entraînement. L'adaptation qui permet in fine de devenir plus fort, plus résistant et plus performant. Maintenant, ce que je vous ai dit dans la première partie, c'est que lorsqu'on soumet l'athlète à une charge d'entraînement, il y a un stress mécanique qui affecte les muscles, mais aussi les tendons et les articulations. Et ces deux tissus vont s'adapter sur des échelles de temps beaucoup plus longues, où je vous ai dit qu'on parlait de mois, voire d'années. Donc là, les deux dynamiques de temps qu'on avait pris de 15 jours pour la fatigue et de 45 jours pour l'adaptation des groupes musculaires, finalement, là, on va falloir les modifier pour tenir compte de l'adaptation beaucoup plus longue des tissus tendineux et articulaires. Donc là, moi, je me suis amusé avec mon ordinateur à venir tester, voir ce qui se passait lorsqu'on prenait des dynamiques beaucoup plus longues. Concrètement, pour les tendons, j'ai considéré que la fatigue évoluait sur une échelle de temps de 2 mois et que l'adaptation se faisait sur une échelle de 6 mois, de l'ordre de 180 jours. Et je me suis amusé à voir comment évoluait l'état de forme de mes tendons lorsqu'ils étaient soumis à mes deux programmes d'entraînement progressifs de 5% par semaine et de 10% par semaine. C'est ce que je vous trace maintenant avec les deux nouvelles courbes rouge et jaune. On constate que ces deux programmes ont un impact complètement différent sur le niveau de forme de mes tissus tendineux et que finalement la progressivité de 10% par semaine qui avait un impact négligeable sur l'évolution de la fatigue musculaire a un impact considérable sur le niveau de fatigue de mes tissus tendineux. Autrement dit, avec une augmentation de 10% par semaine par rapport à 5%, on augmente énormément le risque de blessure tendineux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît essentiel à considérer ici, et qui explique à mon avis beaucoup de blessures, que ce soit chez les athlètes amateurs comme les athlètes chevronnés, c'est de comparer l'évolution de l'état de forme au niveau musculaire avec l'évolution de l'état de forme au niveau tendineux. Ce qu'on a vu dans la partie précédente, c'est qu'au bout de 50 jours, finalement, l'état de forme, l'état de performance de notre athlète, il commence à être positif, il commence à dépasser son état initial. Autrement dit, ça va être le moment à partir duquel l'athlète il va commencer à ressentir qu'il est plus fort, qu'il est plus rapide, qu'il va pouvoir résister à des charges d'entraînement plus élevées, etc. Et là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est exactement le moment auquel l'état de mes tendons est le plus dégradé et le plus fatigué. Autrement dit, si on augmente la charge drastiquement à ce moment-là, par une sortie qui va être plus longue, par une sortie qui va être plus intense que prévu, finalement, on va risquer énormément de dépasser le seuil d'adaptabilité de mes tendons au moment exact où mes tendons sont déjà les plus fragilisés. Autrement dit, la période entre 2 et 4 mois va être la période la plus cruciale où il va vraiment falloir être le plus sérieux, le plus rigoureux sur son entraînement pour ne pas risquer de dépasser le seuil d'adaptabilité de nos tendons et ne pas risquer la tendinopathie qui va nous faire arrêter au minimum 3 semaines. Donc là, concrètement, les deux erreurs principales qui conduisent à la blessure, c'est d'une part l'augmentation trop rapide de la charge. Pour un débutant complet, 10% par semaine, à titre personnel, ça me paraît déjà énorme. 5% par semaine, si on envisage notre progression sur un long terme, c'est déjà largement suffisant pour arriver à la fin d'un plan d'entraînement à une charge relativement élevée et en lien avec l'objectif qu'on s'est fixé. Le deuxième point, c'est que quand on commence un plan d'entraînement, entre le deuxième et le quatrième mois, il va vraiment falloir respecter le plan d'entraînement, respecter les allures et surtout ne pas chercher à en faire trop parce que c'est clairement le moment où notre corps il est le plus fragilisé et où on risque le plus de dépasser notre seuil d'adaptabilité et de courir à la catastrophe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était relativement théorique. J'espère qu'elle vous aura apporté plein de choses. Dans la prochaine vidéo, ce sera beaucoup plus pratique. Je vous montrerai comment moi j'ai mis ça en application pour revenir après plusieurs mois de blessure à cause d'une lésion du ménisque et notamment au moins 3 mois avec 0 km au compteur. Voilà, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous. Si vous êtes encore là, je pense que ça vous a intéressé, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettez un commentaire, tout ça, tout ça. Allez, ciao, bye bye!